Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du capteur de position angulaire. Cela fait issue d'un TP qui s'appelle le CIREV, où j'ai un système qui, en fonction des vagues, va bouger, et son mouvement va être décalé par rapport à une masse qui est à l'intérieur, et on va mesurer cet angle. Donc le mouvement va produire de l'énergie, mais pour produire plus d'énergie, on va s'intéresser à la mesure de ce capteur pour pouvoir optimiser le mouvement. Donc à partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a comme capteur possible pour mesurer une position angulaire, un angle? La première solution, c'est un potentiomètre. C'est très simple, un potentiomètre. C'est comme une résistance variable. En gros, vous avez un point qui est le début de la résistance, de l'autre côté la fin de la résistance, donc on a toute la résistance, ça vaut R, ça, et un point qui varie en fonction d'une position. Donc on a une résistance qui va varier entre la valeur 0 et la valeur maximum de la résistance. Voilà, tout simplement. En général, cet angle-là, cette valeur-là, on l'appelle alpha. C'est ce qu'on va représenter ici. Donc ça, c'est R fois alpha, puisque R, c'est la résistance totale. Et ici, bien sûr, 1 moins R fois alpha, puisque le total fait R. Voilà, tout simplement. L'intérêt de ce montage-là, c'est que, mis en point de diviseur de tension, en mettant ce montage-là tout simplement en œuvre, qu'est-ce qu'on va retrouver? En sortie point 2, on va retrouver Vs qui sera égal à alpha fois la tension d'alimentation. Donc, alpha étant l'image directe de la position angulaire. Donc c'est simple à mettre en œuvre. Après le converteur numérique, ça ne posera pas de problème particulier. Les limites, c'est lesquelles? C'est tout simplement l'usure déjà, parce que c'est avec un contact quand même, donc forcément ça s'use. Et puis il y a une petite marge ici qu'on ne pourra pas éviter, forcément il y a une zone blanche, quelque part on ne pourra pas l'éviter. Par contre, c'est ultra simple à mettre en œuvre. Alors évidemment, pour un système comme moi je souhaitais le faire, c'est pas possible. Tout simplement parce que ça va fonctionner jour et nuit, sans arrêt, pendant plusieurs mois, même plusieurs années peut-être. Et donc, il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, pour que ça fonctionne bien, que ça ne s'use pas. Donc ça sert, c'est pas possible ce système-là, mais par contre, c'est très efficace pour un potentiomètre. Pour un humain qui manipule un bouton, il ne peut pas le manipuler toute la journée, donc au bout d'un moment, il stabilise. Et là, donc la valeur, l'usure, elle sera tellement faible que ça fonctionnera toujours très bien. Donc c'est une solution qui est très efficace pour tout ce qui est bouton. Passons à une deuxième solution qu'on retrouve dans l'industrie, ça s'appelle les capteurs à effet Hall. Alors les capteurs à effet Hall, c'est quoi? Ce sont des capteurs qui mesurent le passage d'un champ magnétique devant eux. Donc tout simplement. Et à chaque fois qu'une dent passe, il envoie une impulsion. Si on met deux capteurs légèrement décalés, on pourra avoir deux signaux. Alors, je vais vous montrer ici, voilà, deux capteurs légèrement décalés, deux signaux. Et du coup, on pourra avoir une précision beaucoup plus grande, puisque pour une période, on aura eu 4 états différents. Deuxième avantage de mettre deux capteurs légèrement décalés, ça permet aussi de connaître le sens de rotation, si on veut. C'est une deuxième solution. L'avantage, c'est ça. Par contre, l'inconvénient, c'est le nombre de dents qu'on a. On est limité, parce que forcément, il faut mettre des champs magnétiques, c'est pas forcément simple à mettre en œuvre, donc forcément, ça marche pas partout. Alors, où est-ce qu'on retrouve ça? Tous les moteurs thermiques, donc tous les moteurs, que ce soit dans les voitures, dans les camions, dans les tracteurs, etc., pour reconnaître la position des pistons, on utilise un système comme ça. Donc dans toutes les voitures, on retrouve ça. Donc, typiquement, voilà, et on sent bien la fiabilité, parce que c'est pas ça qui casse en général dans une voiture. Voilà. Par contre, la position, ça nous permettra de connaître exactement la position, et derrière, un calculateur pourra savoir ce qu'il doit faire. Inconvénient majeur, il faut compter les positions. Il faut compter, quand on arrive au 0, on repère un 0, c'est ici, sans la dent, et à partir de là, il sait où il en est. Mais il faut qu'il compte. C'est le petit défaut. Troisième cas, ça s'appelle le résolveur. Alors ça, c'est pour les industries beaucoup plus sophistiquées, de type alternateur, grosses industries. C'est quelque chose de relativement cher aussi, mais c'est très très précis. Par contre, ça nécessite une électronique assez sophistiquée. Je vais en parler tout de suite. Donc c'est très simple. Vous avez une partie fixe qui est sur le stator, et puis une partie mobile que j'ai mis en bleu ici, qui est sur le rotor. Donc sur le stator, au départ, vous avez comme un transformateur. C'est l'effet d'un transformateur. Donc on a une bobine fixe qui est sur laquelle on applique une tension sinusoïdale assez rapide, dans lequel cette énergie va être transférée au secondaire, par contre, donc sur la partie mobile. Bien sûr, c'est sans contact, puisque c'est par champ magnétique. Sur le secondaire, lui, il est relié directement à un deuxième transfo, qui est ici, tout ce transfo-là, qui est lui donc sur le primaire du second transfo. Ça, c'est le primaire du second transfo, sachant que le secondaire est de nouveau sur la partie fixe. Et donc, ici, on retransmet l'énergie. Une fois qu'on a l'énergie là-dessus, donc on retrouve des ondes là-dessus, et on retransmet on va retransmettre par champ magnétique sur une bobine extérieure. Alors pas sur une bobine, mais sur deux bobines, qui sont orientées à 90 degrés. Résultat, vous allez obtenir ça. Ce signal-là. Pourquoi? Parce que forcément, à un moment ou à un autre,
la bobine ici, le rotor ici, là il est en face d'aucune des bobines, donc le champ va être assez faible, et quand il est en face d'une bobine, il va être plus fort, et puis de nouveau il va baisser, augmenter, diminuer, etc. Et puis ça tourne. Donc au bout d'un moment, ça va s'inverser. Donc voilà, on voit bien le signal ici, et il s'inverse. L'enveloppe, on la retrouve. Pour les deux bobines. Une fois qu'on a ces deux bobines-là, on a l'enveloppe, et à partir de là, si on fait un calcul, si on met ça en numérique, on aura donc des points qui vont varier en fonction de la position où on est. Et donc sur un tour, on va avoir cet effet-là. On a un signal qui sera le cosinus en numérique, et un signal qui sera le sinus en numérique. Deux signaux. Et en faisant le calcul, on aura une position angulaire. Voilà. Ça fonctionne comme ça. C'est assez sophistiqué, ça permet d'avoir une précision de l'ordre de 1500 points par tour. Donc vous voyez qu'on commence à avoir des valeurs très précises, et surtout c'est d'une extrême fiabilité, extrême robustesse, etc. C'est vraiment utilisé dans les grosses industries. Bien sûr, ça nécessite beaucoup de calculs derrière, puisqu'il faut retrouver une position angulaire. Ce qu'on cherche, c'est pas une position angulaire. Et puis sans compter qu'il faut générer le signal de départ. La troisième solution, quelque chose de très connu, qu'on voit beaucoup en cours, notamment, c'est les codeurs incrémentales. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre, c'est un disque avec une fenêtre, et puis on laisse passer la lumière ou pas sur un phototransistor. Si on n'en met qu'un seul, on aura des créneaux. Si on en met deux, l'intérêt, on peut doubler la précision, on le voit ici, mais on peut aussi savoir le sens de rotation. Donc typiquement, dans les anciennes souris, on avait ça. Maintenant dans des systèmes des moteurs, on retrouve ce système-là. Très bien, ça fonctionne. C'est très fiable. C'est toujours sans contact, donc ça marche assez bien. Petit défaut, peut-être le nombre de dents qu'on va pouvoir mettre, puisque chaque fois le signal, il faut qu'il passe à travers, donc il faut quand même des signaux relativement petits, etc. Donc c'est pas simple de faire quelque chose de très très fin, mais ça marche assez bien. On fait facilement du 500 tours 500 impulsions par tour. Ça c'est pour donner un ordre de grandeur. La troisième solution, la plus sophistiquée certainement, c'est le codeur optique absolu. Alors absolu, ça veut dire qu'on aura une position angulaire connue dès la sortie. Ah oui, parce que le défaut du précédent, je ne l'ai pas dit, mais il faut aussi compter la position où on est. Petit défaut, mais son importance. Ici, ça sert essentiellement pour ce genre d'appareils, donc des robots, où ils ont besoin de savoir la position en permanence où ils sont exactement, mais si on a une coupure de courant, ils sachent retrouver très rapidement leur position. Donc ça veut dire que quand on coupe l'énergie, on rallume l'énergie, le code qu'on va trouver sur le disque va nous permettre de savoir à l'avance quelle est la position qu'on va avoir. Tout de suite, on saura la position où on est. Pas besoin de faire une recherche passant par un 0, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et donc ça sert pour ce type d'application, typiquement. Alors le code qu'on utilise s'appelle un code Gray. Le code qui est là-dessus, c'est pas du binaire, c'est un code Gray. Et on met autant de phototransistors et de LED d'un côté qui passent à travers une grille, d'accord, pour pouvoir mesurer le changement de position. Ce qui est compliqué évidemment, c'est que si on veut avoir un capteur avec beaucoup de positions, il faut que le codeur soit assez gros. Ils peuvent être assez volumineux ces codeurs-là, et ils sont donc extrêmement chers aussi. Le code Gray, le seul avantage qu'il apporte, c'est une des rares applications qu'on fait du code Gray d'ailleurs, c'est de pouvoir passer d'un état, par exemple, prenez l'état 3, qui est ici, à l'état 4, qui est juste en dessous, et bien on voit bien qu'il n'y a qu'un seul fil qui passe à 1, c'est le troisième bit ici qui passe de 0 à 1. Alors que si on fait de 3 à 4 en binaire, il y a tous les fils, il y a les 3 bits de poids faible finalement qui vont changer d'état. Le fait de faire passer qu'un seul fil, ça fait que même si les capteurs ne sont pas alignés, parfaitement alignés, ou si un capteur détecte un niveau logique avant un autre, ça ne change rien. Le système détectera bien une seule position, alors que passer de 3 à 4 en binaire, il peut qu'il passe par la valeur 0, aussi bien que la valeur 1, 2, enfin n'importe quelle valeur. Et donc finalement, on s'en sortira jamais, on ne saura jamais quelle position on est à un moment intermédiaire. Dans ces capteurs-là, en général, il y a déjà le décodage du gray vers le binaire. C'est-à-dire que ce qu'on sort du capteur, c'est bien du binaire. D'accord ? Voilà. Grand avantage, évidemment, c'est la précision, le fait que quand on l'allume, on sait où on est. Comme génial. Par contre, c'est un coût très élevé. On va continuer avec la dernière solution. C'est un mélange du capteur qu'on avait vu tout à l'heure, juste incrémental, mais avec une optique un peu plus sophistiquée qui permettra de mesurer un peu comme le principe du résolveur. En fait, vous avez qu'une seule LED qui éclaire assez fort, à travers un premier réticule qui a un petit cadestri, et le deuxième réticule, c'est le disque qui tourne. Et de l'autre côté, on met des phototransistors. Mais vous voyez, on ne voit pas une raie, on mesure beaucoup de raies en même temps. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas la position d'une seule raie. Ce qui va nous intéresser ici, par contre, c'est la quantité de lumière qui passe. Et quand on n'est pas parfaitement aligné, la lumière est moins forte que quand on est parfaitement aligné, les raies ici. Et c'est ça qui va nous intéresser.
Donc, alors, je vous dis tout de suite, la précision va être énorme. Vous voyez ici, on a mis 1000 traits. Pour vous donner des idées. Donc, ça fait, on vous donne des valeurs qu'on va faire de manière très grossière. Donc, au mieux d'avoir un signal qui sera comme ça, qu'on avait sur notre capteur, ici, on va avoir un signal qui sera sinusoïdal. Du fait que la lumière, elle ne soit pas forcément, que les deux grilles ne soient pas parfaitement alignées. Du coup, on va retrouver deux signaux. Et deux signaux, on pense tout de suite au résolveur qu'on avait tout à l'heure. Un, ce sera le sinus, l'autre le cosinus. Et donc, sur un pas, qui était à peu près ici, de là à ici, on va retrouver ici un cercle complet. Résultat, on pourra, si on a une grosse précision numérique, par exemple derrière des calculateurs assez sophistiqués, des convertisseurs 10 bits par exemple, on pourrait rajouter encore par 1000 la position entre deux pas. C'est-à-dire au lieu d'avoir un pas, on aura 1000 pas pour un pas. Résultat, vous avez des capteurs de ce type-là qui sont capables de mesurer du 5 micromètres, un déplacement de 5 micromètres. Voilà, c'est la précision de l'ordre de grandeur qu'on peut obtenir. Là, évidemment, c'est extrêmement sophistiqué, extrêmement cher, mais ça fonctionne très bien aussi. Voilà, j'ai fini pour ce cours.